Bonjour tout le monde, c'est Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Nicolas Trube, encore une fois, et merci à Bonjour nouveau. Jordan, merci. Merci à toi de m'inviter dans ton atelier Toujours un de plaisir. créativité. Et comme vous pouvez le constater, je suis dans un confortable siège que, bon, on va pas le dire, mais je pense que tu as dû enlever la marque. Ah non, elle y est encore. Un Hein. caddie de Un compétition, caddie ouais. de compétition. Je Ouais, l'ai récupéré dans le fossé, j'ai pas été le chercher avec ma pièce de 2 euros. Voilà, comme ça au moins. Ouais, c'était un caddie abandonné. On évacue tous les doutes qu'il pourrait y avoir par rapport à ça. En tout cas, merci à nouveau de pouvoir m'accorder de ton temps. Moi, ce qui m'intéressait par rapport à la dernière fois et par rapport aussi aux échanges qu'on a pu avoir sur des thématiques qui étaient très en lien avec l'entrepreneuriat et notamment le quotidien d'un entrepreneur. Et je vais te proposer pour cette fois-ci de pouvoir approfondir certaines thématiques. Comme on avait parlé aussi du syndrome de l'imposteur, qui n'est pas vraiment un syndrome, mais comment est-ce que tu te sens légitime à te lancer dans une nouvelle activité, peu importe la situation, que tu sois salarié ou que tu décides de te mettre à ton compte un jour ou en parallèle de ton activité de salarié. Et notamment, comment est-ce que tu gères la solitude qui est très présente chez les personnes qui entreprennent une activité et comment est-ce que tu gères aussi ton rapport au temps. Donc c'est tous ces sujets-là que je souhaitais aborder avec toi. Donc je pense que ça fera peut-être aussi l'objet d'une ou deux vidéos, on verra par la Ouais. suite. Mais déjà, si tu pouvais juste resituer un petit peu le contexte en te présentant, en expliquant un petit Oui. peu qu'est-ce que tu fais exactement, et puis qui tu es de manière globale. Je suis Nicolas Trube et je suis né en 1968, l'année révoltante. Après des études d'ingénieur à l'Essier qui ont été extrêmement enrichissantes, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi pour Matra Ericsson Télécommunications comme ingénieur télécom, comme ingénieur télécom, puis responsable de compte. Et à ce moment-là, je me suis souvenu de ce que j'aimais faire quand j'étais ado, c'est-à-dire faire des bricolages, fabriquer des choses et les proposer et les montrer. Et à cet âge où j'ai démarré ma vie professionnelle, j'ai considéré qu'il était intéressant et utile de me repencher sur mon projet de vie global. J'ai découvert le design industriel, j'ai pris des cours de design industriel pendant 2 ans et demi sur mon temps de week-end, alors que j'étais professionnel évidemment dans le domaine des télécoms. Et de proche en proche, j'ai créé mon entreprise dans ce domaine et ça fait bientôt 30 ans que je me lève le matin en ne sachant pas trop ce qui va se passer pendant la journée. Je tombe sur une idée, une d'autre, je me souviens d'un projet, je suis en train de faire, il faut que je construise ça, et puis c'est parti. Et ça fait 30 ans que ça dure, et parfois les gens achètent ce que je produis. La plupart des projets ne fonctionnent pas. 95% des projets que je lance, et d'ailleurs que n'importe qui lance, sont voués à l'échec, mais il y a 5% qui, de temps à autre, sont spectaculairement réussis, en tout cas du point de vue commercial, et font vivre cette entreprise qui va fêter ses 30 ans au mois de mai prochain, 2025. Félicitations. Merci. Ça fait quand même pas mal de décennies que tu as lancé cette activité, j'allais dire un business, mais finalement, oui, il y a toujours un aspect lucratif, mais comment est-ce que... C'est vrai, j'aime pas tellement le mot business. Il m'énerve ce mot. J'ai pas créé un business. J'ai été dans le business quand j'ai travaillé pour cette entreprise de télécom où on revendait, on faisait des contrats très chers, on faisait des thunes, quoi. Moi, c'est plus un projet existentiel, mais je ne veux pas... J'ai un fonctionnement à la fois associatif dans mes ambitions et à la fois un fonctionnement de société anonyme dans ma réalisation. J'adore l'économie de marché. Je trouve que les revenus d'une entité comme la mienne soient issus non pas de cotisations ou de subventions, mais bien de l'argent d'un public libre, je trouve que c'est plus fort que tout. Mais je suis baladé, j'ai un petit côté assos parce que je fais plein de trucs qui n'aboutissent à rien, qui sont... ou alors des services que je vais rendre qui ne me rapportent rien. Mais je crois en l'économie de marché
Mais la notion de business toute seule ne m'intéresse pas. J'ai l'habitude de dire que l'argent doit être trois choses à la fois. Ça doit être un instrument de mesure, un but et un moyen. Ça doit être les trois choses. Si c'est que un but, vous êtes un salaud. Si c'est qu'un instrument de mesure, vous êtes un comptable. Et si c'est que un moyen, vous êtes un imbécile qui dépense de l'argent sans avoir de but ni d'instrument de mesure. Je crois que la trilogie, ce que j'appelle la trilogie de l'argent, dont j'ai parlé dans mon premier livre, Ma retraite à 29 ans, est un concept que je pense avoir découvert et qui est super important. L'argent, il a trois dimensions, il faut le regarder sous ces trois dimensions. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi, la notion de business, centre de profit, quoi. Hein, on peut dire, ce business centre de profit, est vraiment pas tout à fait adapté à mon entreprise, qui est donc Stylic Force, cette entreprise de création d'édition, avec sa petite filiale ici dans les sous-sols de laquelle nous sommes, la boutique du futur. Mais comment est-ce que tu fais alors dans ce cas pour quand tu vois qu'aujourd'hui rien ne dure, que bah, il y a eu la période du Covid, vous d'une certaine manière ça a renversé l'échiquier, donc les personnes, enfin les structures et j'allais dire les personnes morales qui étaient un petit peu faibles ou qui aussi un petit peu bah, ont été soit rachetés ou ont disparu. Il y a pas mal d'entreprises qui ont mis la clé sur la porte. Comment est-ce qu'on fait pour perdurer à travers le 2001, le 11 septembre 2001, la crise financière, toutes les éventuelles crises, la mondialisation, l'externalisation, enfin la digitalisation, etc. Et puis la période du Covid, comment est-ce qu'on fait pour perdurer comme ça? Pour perdurer, alors déjà, moi je considère que je suis toujours à 3 semaines de la banqueroute, de la disparition. J'ai cette obsession que ce rêve éveillé va s'arrêter très rapidement parce qu'effectivement, je suis rentré dans un système qui n'est pas a priori rentable. Je fabrique mes idées, fabriquées en France, je veux dire. Et j'ai horreur du marketing, donc j'ai pas tout le package qui fait que le mec, il achète tellement je l'ai manipulé mentalement. Donc moi, ce qui m'intéresse, je suis passionné par la liberté de l'acheteur. Je suis passionné, une vraie économie de marché. Et ce serait une économie sans publicité. On pourrait en parler pendant des heures. Donc moi, j'ai la précarité en moi. Mais c'est vrai qu'il y a eu des crises. Il y a eu effectivement le 11 septembre, après ça allait un peu mieux. Puis après, il y a eu la crise financière. Puis en fait, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours une bonne raison qu'une entreprise aille mal. Hein. Il y a toujours il y a ça. Moi je ne regarde plus ça. Je considère que je suis ma propre crise à moi tout seul. Vous savez, comme le type qui se balade avec son nuage et il y a de la pluie qui tombe juste sur la gueule et il se déplace avec son nuage qui pleut. Moi je suis ma propre crise à moi tout seul. J'ai fondamentalement créé une entreprise extrêmement dangereuse, dangereuse à piloter, très difficile à faire marcher, mais en choisissant ces hypothèses difficiles, je suis devenu ce qu'on appelle en anglais assez badass, dur à cuire. Je suis capable de restreindre mes dépenses personnelles à un point complètement hallucinant. Je suis capable de recycler des objets que j'ai faits et les revaloriser de façon étonnante, de faire beaucoup avec très peu. Donc je sais que la seule chose qui est vraiment précieuse, à mon avis, c'est la pulsion de vie. C'est ça qui me tient, c'est la pulsion de vie. Je veux que les choses se fassent, je veux que les projets aboutissent, je veux que cette entreprise survive. Et j'arrive toujours à trouver un moyen de la faire survivre. Et là, c'est un peu pervers, c'est que je me souviens les moments les plus difficiles de mon entreprise, mettons 2003 avec les soubresauts de septembre 2001, c'était vraiment la cata et j'ai trouvé un produit magique, c'est une petite cuillère avion, je l'ai trouvé en 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, le projet a été, à partir du moment où j'ai eu l'idée, il était en place et ça a littéralement sauvé mon entreprise. Ça a donné 3 ans de respiration à mon entreprise. Et je crois au produit génial qui est créé sous haute panique et sous haute contrainte, c'est-à-dire que je dis là, non, voilà, là c'est bon, il faut absolument que je trouve la bonne idée.
Et là, je me ressaisis et je sors le produit qu'il faut, qui est rentable, qui va être accepté par le marché, qui ne pose pas de problème logistique et tout ça. Et tout ça, tout ça. Donc, je suis en permanence challengé par mon propre sujet. Donc, la conjoncture, tout ça, bien sûr, il y a ça, oh là là, ça va être mauvais pour les affaires. Oh, puis la guerre, machin, oui, bien sûr. J'en ai connu 15 depuis 1995, hein, ça fait 5 par décennie, des crises majeures ou des changements politiques qui étaient censés poser. Moi, j'ai jamais vraiment réussi à mesurer d'impact sur mes affaires. Là, on voit que le Covid, qui pour moi a donné lieu à des restrictions absolument catastrophiques, a un impact, alors pas pour moi, mais pour mes clients. C'est un peu pareil. J'ai des clients qui existaient depuis 60 ans, qui à cause du Covid ont fermé dans les années qui ont suivi. Ils ne se sont jamais remis de cette restructuration complète de la distribution sur un temps, mais qui a profité à certains gros acteurs. Après, moi, je suis à la fois extrêmement sûr de mon destin. C'est très bizarre, je ne devrais pas. Quand au bout de 30 ans, on est encore là, regardez, avec ma veste, là, dans une cave, à faire des petits bricolages et puis à tenter de sortir un produit qui marche. Non, en principe, on a arrêté. Hein. Mais c'est peut-être un autre sujet que tu voulais aborder, il y a une espèce de sédimentation du temps. Le temps s'accumule, le temps s'est accumulé, arrivé à des zones folles, c'est une quantité de temps qui s'est installée depuis la création d'entreprise, qui est tellement forte qu'elle crée un substrat et c'est un des rares cas où ce quantitatif se transforme en qualitatif. Je m'explique. Le temps, c'est des secondes, on peut le mettre sur une échelle, hein, c'est un nombre réel, disons. En tout cas, en physique, c'est un nombre réel. Donc, c'est absolument pas vectoriel, c'est scalaire, c'est une quantité. Et dans certains domaines, la quantité se transforme en qualité. C'est-à-dire que le temps, cette accumulation de temps, je sais pas, quand on rajoute 10, il ne devrait rien se passer, c'est par récurrence, quoi. Le temps, il augmente. Mais en fait, il fabrique une qualité parce qu'il y a des ressorts psychiques. Je vieillis au sens où je prends de l'expérience. Je relativise, j'en ai vu d'autres, quoi. J'en ai vu d'autres. Et donc, j'arrive vraiment à aller à l'essentiel. J'arrive à avoir j'ai acquis un véritable esprit de synthèse sur des problématiques. Et ça, c'est ça qui est génial. Il s'est installé avec le temps un espèce de jeu de miroir où c'est lequel va bouffer l'autre, quoi. Est-ce que c'est le temps qui va me bouffer ou alors est-ce que je vais le dominer, les échéances financières et puis le temps ne s'arrête jamais, comme on a remarqué. Hein, il n'y a pas de limite au temps. Donc on sait que ça va continuer, ça va continuer. Et ce jeu-là est génial. Et je crois que pour moi, le temps, cette durée incroyable de mon entreprise, compte tenu de la réussite quand même très très modeste, est une force qui me dit que mon avenir est encore devant moi. En principe, j'ai l'âge où c'est plié. Hein. Le mec, c'est plié, tu as plus de 50 balais, c'est bon, tu vas pas révoluer. J'ai pas du tout ce point de vue-là. Je suis viscéralement persuadé du fait que l'accumulation de mes expériences va se condenser et me donne un avenir radieux. C'est intéressant qu'on l'enregistre, hein, parce qu'on pourra ressortir la bande dans quelques années. J'ai une espèce de vision de confiance complètement irrationnelle, qui ne se voit ni dans les comptes, ni dans rien. Quand on examine mon entreprise, ça ne se voit pas, mais j'ai une espèce de conscience que je fais depuis le début exactement ce qu'il faut et que le facteur temps va transformer sa valeur quantitative en qualité et va faire que je vais aboutir à un résultat très intéressant. Donc pour toi, le temps, c'est plus un allié, donc tu t'en sers comme un outil que plutôt une source de stress, comme ça peut l'être pour beaucoup de personnes qui sont constamment dans ce rythme effréné de l'accélération de tout, où tout doit aller de plus en plus vite.
Est-ce que toi, tu serais Alors, plutôt dans le mouvement de, tu sais, de ralentir plutôt les choses? je me sers du temps, notamment, il se fait que j'ai commencé à enseigner il y a une vingtaine d'années, un peu par nécessité, mais aussi par vertu. Et la vertu principale de se donner une activité d'enseignement, c'est-à-dire, mettons, une dizaine d'heures par semaine, va être de rendre le temps précieux. C'est-à-dire, j'ai quand même eu une période entre 1997 et je dirais 2005 où je n'avais pas de contraintes formelles horaires. Et du coup, le temps était gratuit. Il y aurait toujours un lendemain tranquille pour faire le chose. D'où une tentative de procrastination. Moi, je fais du coup, en me fixant quelques contraintes de temps, je me rappelle que le temps est précieux. Après, il y a la question de la procrastination. Moi, je la vis un peu différemment, c'est-à-dire que j'ai tendance à faire aujourd'hui ce qui pourrait attendre le lendemain. Quand ça m'intéresse et quand c'est de la création, je suis capable de laisser tomber des trucs urgentissimes euh, pour, pour ne pas rater le moment créatif. Car je considère que le travail du créatif, alors là, ça va être un petit peu technique, n'est pas une grandeur scalaire. Ça ne s'additionne pas, ça ne se soustrait pas, ça ne se multiplie pas. Dans l'ingénierie, que j'ai beaucoup pratiqué, on utilise l'unité de compte comme le man-hour, les jours hommes, ou les Ouais, heures hommes, combien il faut d'hommes et combien d'heures faut par une homme pour tâche, une fabriquer le mission. projet. C'est ça, c'est ce que je trouve très dangereux, c'est d'avoir ça s'applique que à certains métiers, ouvriers spécialisés quand on est sur la chaîne par exemple. Mais dès qu'on arrive dans des métiers entièrement créatifs, dont les mathématiques à haut niveau font partie, hein. Dès qu'il y a une notion de création et de recherche, le temps n'est plus une grandeur scalaire. C'est-à-dire qu'on peut passer 3 ans à rien trouver et 3 secondes et trouver tout. Donc, moi je considère que quand j'ai des moments créatifs, des moments d'inspiration, ne faut pas que je les utilise à nettoyer les toilettes, quoi. Parce qu'ici, c'est moi qui nettoie les toilettes encore. Mais il faut que ce soit. Donc, je suis capable de laisser tout séance tenante pour ne pas laisser ce moment créatif ou cette idée s'envoler. Il y avait une publicité il y a une quinzaine d'années. Il y avait une publicité il y a une quinzaine d'années pour un consultant. Est-ce que c'était Cooper, Celebrant, Anderser Consulting? C'était un avion qui était dans le ciel et avec la fumée qui sortait de son moteur, ça dessinait une traînée. Et puis il y avait marqué This is your idea, don't let it go. Ceci est votre idée, ne la laissez pas s'enfuir. Évidemment, comme c'était avec une traînée de fumée, on attend 5 minutes, puis il n'y a plus la traînée de fumée. Donc c'est marrant parce que ça, je pense que ça ne correspond pas du tout à la façon dont travaillent les grandes boîtes de consulting. Je confirme. Je pense que c'était de la fake news, c'est-à-dire de la publicité, qui n'est d'autre que de la fake news subventionnée. Mais je rends hommage au créatif qui a trouvé cette idée parce que moi, ça m'obsède. Le fait de passer à côté d'un moment créatif ou d'une bonne idée, je passe mon temps à prendre des notes stupides. En général, que j'abandonne. Une semaine après, je regarde, mais mais pas toujours. Souvent, je reprends le truc et ça repart et ça. Et c'est marrant, hein, comme les idées. Puis une fois que l'idée a percé, ça part. Il y a un truc comme ça, c'est un de mes cousins qui a travaillé dans le génie civil qui me parle du phénomène du barrage, tu sais, les barrages hydroélectriques. Comment est-ce qu'ils meurent? Quand arrivent les accidents? Et bien, il m'a dit qu'il suffit qu'il y ait une seule goutte d'eau qui trouve son chemin sous le barrage ou sur le côté car va contourner ce mur de béton, la façon dont il est cramponné. Une seule goutte d'eau qui trouve son chemin, un quart d'heure après, il n'y a plus de barrage. C'est-à-dire qu'elle a trouvé, qu'elle passe, et ben ça va, le flux ne va faire que croître, et il va le faire littéralement, exponentiellement, et le barrage, il va s'en aller. Et moi, j'aime bien ce concept de la goutte d'eau, c'est-à-dire comment on fait passer sa goutte d'eau. Mais ça, c'est négatif, parce que c'est vraiment l'accident d'un barrage hydroélectrique, c'est une catastrophe pour les populations aval.
Mais c'est aussi vrai dans la création de son entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arriver à faire passer la première goutte d'eau et puis après, ça va très vite. C'est pas linéaire, quoi. C'est pas linéaire. Donc le temps s'accumule et puis à un moment, ça débouche. Est-ce que pour revenir à ce que tu avais dit auparavant par rapport au fait que tu as créé une activité en lien avec tes aspirations, ton mode de vie d'une certaine manière, est-ce que on pourrait te définir comme ce qui a été démocratisé là, ces dernières années comme un entrepreneur lifestyle, c'est-à-dire que ça c'est un terme qui a été la première fois abordé en 2002, c'était par un des journalistes économistes qui s'appelle Mark Henricks, qui travaillait dans un magazine entrepreneur, mais c'était la version anglophone. Et il expliquait qu'il y avait des entrepreneurs qui sortaient un petit peu de ce système capitaliste où tu es amené à être dans la production, la surproduction, l'efficacité, la performance, etc. tout le temps, dans ce rythme effréné à la course vis-à-vis du temps. Et qu'il y a des personnes qui ont décidé donc de créer une activité pour se défaire de ce rythme effréné, pour améliorer leur quotidien, et plutôt que d'être dans une logique financière où tu vas être dans le développement d'un capital financier ou une activité ou un business, justement. Donc des personnes qui vont créer leur propre activité ou créer une entreprise pour se libérer du temps, justement, pour vivre autrement et améliorer leur quotidien. Là, tu fais ma journée parce que je ne connaissais pas du tout ce concept et je vois très bien de quoi tu veux parler. Ça me parle complètement, la description de entrepreneur lifestyle, c'est ça? Entrepreneur lifestyle. Ouais. Moi, c'est un petit peu aussi la raison qui m'a amené à entreprendre. Ça me touche beaucoup que tu me parles parce que j'ai l'impression que c'est ça que je fais depuis 30 ans. Je suis un entrepreneur lifestyle avec une obsession. C'est que ce lifestyle finisse par produire des concepts, des services, des produits qui touchent le cœur des gens. Mais toucher le cœur des gens par mes produits et les inciter donc à utiliser une fraction de leur pouvoir d'achat pour l'acquérir ne me satisfait pas en soi. Je veux que la création des produits et même la façon dont le présenter aux gens me plaise. Mine de rien, j'ai l'air je suis pas réputé d'être très difficile dans la façon dont ce que je mange, ce que j'habite, de mes loisirs. Mais en fait, sur ces points-là, je suis absolument intransigeant. Je veux une vie parfaite qui ait du sens pour moi, pour mes clients. J'aurais jamais pensé que ce fût aussi difficile. Mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent à faire ça. Qui indiquent, non, faut que ça. Je suis très impressionné par les mecs qui font du business. Ils voient, il y a ce domaine-là, qui c'est vraiment de plateforme pour faire ça Ok, on y va, on fait l'équipe, on taffe, et 2-3 ans, ils sont sur le sujet, ils bougent pas du sujet. Ça les intéresse pas. C'est pas le problème. Ils veulent que ça marche et leur passion ardente et dévorante va faire que ça marche, trouver des trucs et ils vont rester... Bon alors, en général, ça ne dure pas 10 ans. Hein. Au bout de 2 ans, ça a explosé, ça marche et puis là, le business est rentable. Ou alors, ils arrêtent. Hein. Ils ne vont pas galérer 10 ans dans un domaine qui ne marche pas comme je le fais moi depuis 30 ans. Mais moi, je suis très difficile. Je veux à la fois que travailler d'une façon cool dans un endroit qui m'éclate, là, cet atelier complètement improbable, à en faire, il faut bien le dire, la moitié du temps, je n'en fais qu'à ma tête quand je suis ici. Je change si je suis truc, je fais autre chose qui m'intéresse plus. Et puis je m'enrichis de cette vie, parce qu'il faut quand même comprendre que je fais la création. Je fais suivi de la production de produits qui peut être un petit porte-savon de 1,2 g ou une voiture solaire qui fait 2,75 m de long. Donc les sujets sont complètement variés, c'est n'importe quoi. Mais ça me passionne de passer à l'autre et je pense que ça s'enrichit. Et puis si j'ai envie de ça, je m'arrête, je fais le lifestyle, quoi. Je veux lifestyle, même
personnel est imprégné parce que la façon dont je travaille, mes produits, ben, mon environnement, la façon là où j'habite, la façon où j'aménage est complètement imprégné de ma façon de créer. Donc oui, on est vraiment là-dessus et je suis ravi d'apprendre qu'un concept colle aussi bien à la vie que j'ai choisie. Mais à ton service. Merci. Bah, c'est une des raisons aussi, tu vois, qui m'a amené à quitter le salariat et à me rendre compte que bah, ça n'allait pas le faire du tout. Alors déjà pour plein de raisons, mais je partais du principe que je savais déjà que si je changeais d'environnement de travail, euh, il y a, j'allais retrouver la même frustration intellectuelle et j'allais retrouver les mêmes conditions qui m'avaient amené à un épuisement, à la frustration, etc. Et que parce que j'ai un rapport au temps qui est vraiment particulier, et ça c'est depuis toujours, hein, le fait de me dire que je n'ai pas de temps pour pouvoir réfléchir, parce que parfois tu as certains métiers qui sont des empêcheurs de penser, parce que tu es constamment dans les procédures et les process, dans cette course au temps, et tu es constamment dans la production. Et le fait de me dire que je devais respecter des procédures, des process, m'excluait de ma capacité à créer des choses, etc. Surtout à l'époque, tu vois, je faisais pas mal de musique, donc je voyais que j'avais pas beaucoup de temps pour la création, la créativité, etc. Et cette notion de temps qui me manquait, c'est une des raisons qui m'a amené à quitter le salariat, parce que clairement, entre les transports, le temps que je consacrais à des clients qui étaient plus ou moins reconnaissants, voire mes managers aussi qui constamment m'en demandaient toujours plus, ce rapport au temps m'a amené à quitter le salariat, parce que je me disais que au moins de créer ma propre activité, j'allais être maître de mon temps. Et que j'allais pouvoir ensuite après, en fonction de certaines activités que j'allais proposer, etc., que j'allais pouvoir ensuite après dégager un petit peu plus de temps. Ce qui était complètement faux, parce qu'au tout début, tu passes énormément de temps à te faire connaître, à développer ton truc, à comprendre ton métier, à réseauter ou à mettre en place des stratégies de marketing, de communication, etc. Donc je passais énormément de temps, mais comme tu le disais, moi je prenais plaisir aussi, donc tu vois pas le temps passer. Et puis au fur et à mesure, mon rapport au temps aussi a changé, et parce que j'en ai de moins en moins, donc il est de plus en plus précieux. Et c'est une des raisons qui m'a amené à quitter le salariat pour pouvoir être un petit peu maître de mon temps et reprendre un petit peu le contrôle de ma vie. Bien sûr. Et trouver un certain équilibre entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, etc. et qui parfois se fondent. Mais arrivé à un moment aussi, tu fais face, au-delà du rapport au temps, tu fais face aussi à une autre contrainte qui est la solitude. Je suppose que Bien sûr. même si tu vois des clients, même si tu es avec des fournisseurs ou tu travailles aussi parfois avec des personnes qui viennent t'épauler, enfin, comment est-ce que tu as géré, toi, cette solitude? Parce que tout le monde ne va pas apprécier de travailler seul toute une vie, quoi. Oui, c'est intéressant de parler de cette solitude. Alors d'abord, je suis seul, c'est relatif. J'ai été beaucoup plus seul il y a 20 ans, quand j'étais dans ma maison, tout seul, sans collaborateurs, sans stagiaires, sans clients que je voyais. Je voyais des clients que pendant les périodes de salon, par exemple, dans les quelques prospections que j'ai pu faire. D'abord, il faut comprendre que la solitude n'est pas toujours un problème. Moi, j'ai besoin vraiment de moments de solitude, mais les moments de solitude ne peuvent exister de façon intéressante que s'ils sont contrebalancés par des rapports humains intenses, notamment avec mes clients. Aujourd'hui, ça a bien changé. J'ai une boutique qui est ouverte au public. Donc, les gens en permanence arrivent. Ah, bonjour, je peux visiter, je peux voir. Il y a mon expo qui est là. Venez voir. J'ai en permanence des collaborateurs qui viennent travailler avec moi, qui peuvent être des sous-traitants, ou des stagiaires, ou des partenaires avec lesquels on binôme sur certains projets. Évidemment, les clients professionnels, oui. C'est très varié. Mais j'ai besoin de cette solitude. Là où on peut dire qu'on est seul, c'est parce qu'on peut être seul au milieu d'une foule. Hein. Si on va au centre commercial de la Défense, c'est plein de gens seuls qui forment une foule. Là où on est seul, c'est un peu seul à pouvoir se comprendre et à être
comment dire, conscient des difficultés, seul responsable de son projet. Si ça foire, oui, on se sent seul parce que on a forcément le sentiment que personne d'autre peut vous convaincre. On a forcément le sentiment que personne d'autre peut vous comprendre, vraiment vos doutes, vos angoisses, vos hésitations, tout ça. Je pense que c'est un peu faux. Mais on a ce sentiment de solitude, de dire, de toute façon, je suis seul à pouvoir vraiment mener ce projet à bien. J'en tirerai les conséquences financières dans un sens ou dans un autre. Et c'est vrai que personne ne peut vraiment se mettre à votre place. Et c'est ça qui peut forger un sentiment de solitude, en effet. Mais cette solitude, tu en as besoin, comme tu disais, pour pouvoir te retrouver avec toi-même et créer. Oui. Alors qu'il y en a beaucoup, tu vois, cette solitude, ils vont la considérer à la peur du vide ou à quelque chose qu'il faut... voilà, on est constamment dans le faire pour pouvoir combler le vide et d'avoir peur peut-être de se retrouver seul face à soi-même. Alors que toi, dans ton cas, tu en as besoin pour pouvoir prendre du recul me concentrer instantanément. À certains moments, les autres, avec un grand A, me dérangent profondément. Il se fait qu'entre 7h45 du matin et 11h, puis entre 19h et 20h30, c'est les périodes où je suis en interaction avec personne. Je ne suis pas obligé de répondre au téléphone. Mes collaborateurs éventuels du moment ne sont pas là. Donc je peux passer absolument la journée, moi et mon imagination, à créer des choses ou à valoriser certains concepts sur lesquels j'ai déjà pu travailler. Donc oui, j'ai absolument besoin de ces moments de solitude. Et cela, si les gens viennent me déranger pendant ces moments, je dois faire un énorme effort. Par exemple, si on me colle une visio là, à 9h du matin, j'ai l'impression que ma matinée est foutue, quoi. Je vais devoir écouter des gens là, pendant 1 heure. C'est quoi cette horreur alors que j'ai ça à faire. Mais c'est peut-être un défaut. Hein. De temps à autre, il faut se faire violence. Et puis, nos appréhensions ne sont pas toujours justifiées. Mais oui, il y avait quel acteur là, qui Noiret, non, qui disait ça, qui dit le plus beau célèbre, qui disait le plus beau compliment qu'on peut se faire à quelqu'un avec qui on partage sa vie, par exemple, c'est avec toi, je me sens presque aussi bien que quand je suis seul. Et c'est dire que pour certains esprits, la relation à l'autre n'est pas évidente, il faut l'encadrer, il faut la planifier. Et il y a d'autres gens qui, je sais pas, par exemple, Coluche, il vivait dans une maison à Montrouge et puis à 2 km de là, où il y avait toujours des gens qui rentraient et qui sortaient, quoi. Il n'était jamais seul, jamais tranquille. C'est une nature. Hein. Le monde n'est pas comme ça. Je confirme, parce que moi ça a été mon cas aussi en tant que consultant à l'époque où j'avais besoin de me retrouver seul, déjà pour trouver une certaine concentration, me retrouver face à mes idées, et ça c'était pas compris de mes collègues qui avaient constamment besoin d'être dans cette culture de la parole, de parler tout le temps, ou de faire des réunions. Les réunions, pour vraiment un problème. Et d'ailleurs, et moi je constate aussi que la génération là, qui arrive sur le marché du travail, elle a un rapport aussi à la solitude qui est différent. Aussi bien, tu vas retrouver des personnes qui ne peuvent pas travailler toutes seules et qui ont besoin de réviser avec d'autres personnes ou de travailler avec d'autres personnes ou d'être dans cette co-construction, ce qui n'est pas si mal que ça aussi. Mais tu en as plein aussi qui vont avoir aucune difficulté à s'isoler, à travailler toutes seules parce qu'elles ont besoin d'être avec elles-mêmes et qui ont peut-être des difficultés aussi interpersonnel, à travailler avec d'autres, d'être dans le collaboratif. Hein. Moi, j'étais un petit peu comme ça, tu vois, mais je partageais un peu mon temps entre, on va dire, 60-70% de mon temps à travailler seul, à être dans la production ou l'imagination ou la création, etc. Et puis le 30-40% restant, à travailler avec les autres. Mais quand on te l'impose, à un moment, c'est assez compliqué et t'en ressens une forme d'incapacité à pouvoir te retrouver avec toi-même ou d'être efficace ou
c'est peut-être une organisation du travail qui n'est pas adaptée à tout le monde, comme tu le disais, être seul. Tu vois, là, j'ai formé des consultants la semaine dernière sur une thématique bien particulière. Et il y avait une consultante qui disait c'est appréciable de se retrouver avec d'autres consultants parce qu'on voit qu'on n'est pas seul dans ces problématiques, on n'est pas seul vis-à-vis de certaines situations, etc., vis-à-vis de défis de challenge. Et il y a quand même un désir de travailler avec l'autre, mais pour rompre cette solitude. Un petit peu comme moi aussi, qui me suis associé avec des personnes à Nice pour un deuxième projet où je m'en suis sorti il y a quelques temps. Mais j'avais besoin, tu vois, de rompre cette solitude parce que ça faisait 4-5 ans que je m'étais lancé tout seul, justement, même si je voyais des clients. Mais j'avais besoin, tu vois, d'être dans le collaboratif ou de travailler avec d'autres personnes pour voir si est-ce que j'étais en dehors des clous, comme si je prenais un peu la température de ma propre pratique avec des idées extérieures, tu vois, d'autres personnes, etc. Donc ça a été une bonne expérience, hein, sauf sur la fin, mais tu vois, j'avais besoin à ce moment-là de pouvoir être dans le collaboratif ou de travailler en équipe. Mais j'avais aussi besoin d'être tout seul. Et quand on collait tout le temps des réunions tous les mardis matins pour des parler interruptions, ouais, des interruptions, voilà. En fait, je ne supporte pas d'être interrompu dans certaines phases, dans certaines phases où je peux être uniquement dans la réalisation de mes missions, la production, etc. Mais arrivé à un moment, comme là en ce moment, j'ai besoin d'être dans l'imagination, la prise de recul, de poser les choses à plat, d'être dans la mise en place d'une stratégie pour développer mon truc, me repositionner, ou voire même me lancer dans de nouveaux projets, quoi. Après, ça dépend du mindset du moment. Il y a des jours où on est, ou des heures où on est taiseux, et puis vraiment, on aime se rentrer dans la foule. Après, il y a aussi des développements intéressants dans les circonstances. Par exemple, j'ai la manie de faire le concours Lépine pour vendre mes dernières innovations pendant 12 jours. 450 000 visiteurs à Paris, avec beaucoup de presse. Et là, j'en ressors complètement avec un rapport à la parole complètement différent. C'est-à-dire, j'ai répété le même discours pendant à peu près une centaine de fois par jour, suivant les visites sur le stand. Et là, je vois que je suis dans un rapport au langage qui a muté par la force de cette espèce de drill permanent de parler. Et pendant 15 jours après, je remarque un effet sur ma façon de m'adresser aux gens et sur ma façon de prendre contact. Mais à la fois, je redécouvre le bonheur d'être seul et de ne pas être dérangé. Il ne faut pas que ça soit maladif. Je trouve qu'une des vertus de la boutique du futur, c'est d'être ouvert en public et que je sois dérangé en permanence. C'est 11h, 14h, 15h, 19h. C'est déjà pas mal. Pendant 7 heures, je ne suis pas tout seul, évidemment, à être là, mais je sais que je peux être sollicité à tout moment. Et ça, je trouve que c'est à la fois difficile et à la fois, c'est une sortie de zone de confort. Ma zone de confort, c'est d'être seul face à mes outils ou à ma bécane et qu'on me foute la paix. Mais la sortie de zone de confort, qui est un concept qui a émergé il y a peut-être une vingtaine d'années, je ne sais pas quand est-ce qu'on a formulé cette idée un peu bizarre qui devait exister sous d'autres formes de concepts, est super importante parce qu'elle travaille ce qu'on appelle le mindset, quoi, la façon dont on peut interagir et dont on vit son moment. Et oui, la vertu de moi comme designer, c'est que je suis dans un endroit ouvert en public où les gens peuvent venir critiquer mes produits, tout ça. Mais il faut que ce soit un support fini, comme on dit. Et par rapport à la critique, est-ce que tu as... Enfin, je fais le lien entre le fait de se sentir légitime à développer une activité et qu'on attribue très souvent au syndrome de l'imposteur, mais oui. Comme je disais tout à l'heure, oui, c'est pas un syndrome parce que c'est pas une maladie en soi, mais c'est plutôt un ressenti qu'on peut avoir vis-à-vis de se lancer dans quelque chose de nouveau et d'être aussi ouvert à la critique, au retour de personnes qui peut-être ont autorité ou pas autorité, ou compétentes ou pas compétentes pour critiquer, etc. Et apporter une critique constructive, donc la critique c'est pas forcément négatif, mais est-ce que toi, au tout début, tu t'es senti légitime à faire ce que tu faisais, à être dans la créativité, la création, le design et lancer
à formaliser tes idées et les ancrer dans la réalité. Est-ce que toi, tu t'es senti légitime Alors, d'entrée de jeu? Tu te souviens de ça? c'est un peu bizarre de dire ça, mais je crois que je me sentais beaucoup plus légitime que maintenant, alors que je l'étais moins. J'étais très sûr de moi, la découverte du design a été une vraie révolution, et je voyais tout le monde s'enquiller un peu dans des carrières d'ingénieurs très abstraites, ces carrières, tandis que moi j'allais fabriquer des lampes, des vraies choses, des vrais objets. Et j'ai eu le sentiment d'être vraiment très bon. Et quelle ne fut pas ma déception quand je suis allé adresser le marché au début, les revendeurs, les magasins, où que les gens me regardaient un peu de travers. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Mais vous ne voyez pas que cette lampe qui tient avec des ventouses sur une vitre est absolument géniale. On ne sait même pas non, c'est ouais ou on veut pas. Donc moi j'ai considéré que je me suis fracassé sur un mur d'indifférence que je connais bien maintenant. Donc je sais que maintenant, en plus, avec toute l'offre mondiale, pour percer dans le domaine de l'innovation, faut vraiment faire des trucs très très bien, quoi. Faut faire des trucs parfaits, des objets parfaits. En revenant d'ailleurs sur mes premières créations, je considère que je les regarde toujours dans les yeux et qu'il y avait quelque chose de très malin dans leur façon d'être faite et que ce que j'aimerais bien un jour, c'est les relancer pour montrer que je ne m'étais pas trompé. Donc, et maintenant, je suis plus prudent, j'ai plus de doutes, d'où mon obsession pour le financement participatif, notamment, qui permet de pré-tester les idées avant de commencer à les construire. Chat échaudé craint l'eau froide, comme dit l'autre. Et donc, et aussi, quelle satisfaction quand je vois non seulement un produit que les gens achètent, mais apprécient sur le long terme et me rappellent 10 ans après pour acheter le même. J'ai des cas, hein, vraiment, sur des produits qui passent complètement inaperçus dans cette gamme. Des choses qui ont coûté 10 balles, que des gens ont au Portugal. J'ai reçu des coups de fil du Portugal. J'ai acheté ce système pour ranger le papier essuie-tout. Il vient de casser avec 20 ans. Alors, je ne m'appelle pas pour m'engueuler, dire qu'il a pété au bout de 20 ans. Il dit, est-ce que je peux retrouver le même? Et là, je trouve que c'est un dialogue avec le passé grâce à l'objet, à la matérialité de l'objet qui s'est transporté pendant tout ce temps, qui a vécu sa vie. On me retrouve parce que mon nom est marqué quelque part sur le produit. Et on vient me dire, il me faut le même, c'est absolument génial. Donc ça, c'est des satisfactions intenses et qui font qu'à ces moments-là, oui, mon éventuel syndrome de l'imposteur disparaît complètement. Mais c'est une vraie question. Suis-je légitime pour faire ce que je fais? Ou est-ce que c'est tous les autres qui sont des imposteurs? Et puis, cette pensée-là, elle change de temps en temps. Parfois, je pense que oui, parfois non. Mais non, c'est très bien ce que je fais. C'est difficile de se juger soi-même. Hein. L'intelligence, on pense qu'on en a toujours assez, vu que c'est avec ça qu'on la juge. Mais l'émergence de l'intelligence artificielle va nous remettre les pendules à l'heure. Parce que par rapport à l'IA, on est tous des imposteurs. Hein. C'est tout. Donc les vraies qualités personnelles de rapport à la vie et de pulsion de vie vont apparaître vu que tout le reste est géré par un serveur qui répond en un quart de seconde. Et là, on va voir qui est-ce qui était imposteur ou pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient, alors je ne sais pas si tu connais ce concept, être un beer ou un doer. Alors j'ai appris ça il y a 15 jours, hein. Je ne fais pas le malin, par un influenceur américain qui spécialise dans l'intelligence artificielle qui dit voilà, qu'est-ce que va faire l'IA? Elle va séparer les doers et les beers. Il y a des gens dont le statut c'était d'être le chef expert de je sais pas quoi, chef de service expert de trucs. C'était le but de sa vie, sa carrière. Il y a d'autres gens comme moi, c'est faire des choses. Je veux sortir des choses, que ces choses existent.
eh ben, l'intelligence artificielle vient me suravantager. Et en tant que doer, et le beer, lui, il se fait défoncer la gueule. Parce que toutes les prérogatives, le mec qu'on venait consulter parce qu'il n'y a que lui qui savait, tout ça, c'est terminé. C'est terminé. L'oracle, non, ça n'existe plus. ChatGPT et Mistral savent très bien faire ça. Ce qu'il y avait dans la tête de cet homme incontournable dans l'entreprise est disponible au bout du clavier. Donc là, il y a un grand rebattage des cartes et que les valeurs vraiment propres, quelle pulsion de vie, quelle intention vous pouvez donner à votre production, ça passe pas par l'IA. Ça, c'est inaccessible à l'IA. Et je suis content d'être de ce côté de la barrière. Et Dieu sait que ça m'a coûté que jusqu'à présent, ça m'a coûté cher d'être de ce côté de la barrière. Mais moi, je suis entouré de gens très inquiets par l'arrivée de l'IA. Moi, je pense qu'il va me sauver la vie. Hein. Littéralement, c'est une chance énorme que d'avoir ce booster qui arrive et d'en être contemporain. Enfin, pour moi, Internet, c'était une toute petite révolution par rapport à l'IA. C'était une pré-révolution, c'était une révolte de quartier. Et moi, je vois d'un très bon œil arriver de ces outils qui vont nous permettre non pas de faire plus facilement ce qu'on faisait avant, mais de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. En fait, si on regarde, nous, quand on crée des choses, quand on poursuit notre activité, nos développements, est-ce qu'on compte le nombre de choses qu'on abandonne parce qu'on n'a pas la compétence? Ah, j'aurais bien aimé faire ça, mais j'arrive pas. Ah, bah, j'avais pas la... Ah oui, mais j'ai pas... Non, il aurait fallu que je cherche toutes les données. Ça. Nombre de choses qu'on abandonne parce qu'on n'a pas la compétence. Maintenant, c'est terminé. La compétence est là. Maintenant, qui a l'intention? Qui a la vision? Qui a l'intention? Qui a la pulsion pour le faire? L'intendance suivra. Pour moi, l'art, aujourd'hui, n'est plus qu'une intention. Mais l'intention, c'est précieux. Et moi qui ai toujours été plein d'intentions, et donc, comme plein d'intentions, pour moi, l'intention a un coût nul, a une valeur nulle. L'intention, l'impulsion, l'étincelle n'a aucune valeur, puisque derrière, il y a tout un taf énorme dans lequel je vais probablement échouer. Maintenant, je n'échoue plus dans la mise en œuvre, parce que toutes les informations sont disponibles, tous les procédés sont lisibles, tous les outils sont là, et donc je trouve ça passionnant de vivre cette bascule. Tu as des projets qui sont en cours actuellement? Oui, alors là, je me suis lancé dans cette exposition au cœur de laquelle nous faisons cette interview, qui a été de revisiter tout l'art depuis la Renaissance en inventant, en repositionnant et en re-questionnant un certain nombre d'artistes, en changeant un peu leur nom et en les mettant à la tête d'expositions, de 60 expositions imaginaires matérialisées par ces affiches, qui fait cette exposition d'affiches d'exposition, plus un livre qui va sortir le 6 décembre, qui s'appelle « Sur un malentendu, ça peut marcher ». Et ça, c'est intéressant, parce que c'est un grand projet graphique. En 2025, je vais évidemment me relancer sur un projet qui a été accrédité par l'ADEME, c'est le cyclospace, hein, c'est ma voiture solaire. C'est vraiment un sujet de mobilité super important. C'est marrant parce que j'ai géré ce projet en dilettante, et puis pareil, hein, je l'ai commencé en 2008. Il va avoir 17 ans, ça va être un projet qui va être majeur en 2026. Et pareil, j'abandonne pas. C'est ma mère qui avait remarqué ça. J'ai pas été un très bon élève, il n'y avait pas été un élément très brillant jusqu'à un âge avancé où j'ai commencé à me digérer le système scolaire et à le dominer. Et elle remarquait que j'étais accrocheur, que je n'abandonnais pas. C'est horrible, je n'abandonne pas. J'abandonne ni les lieux, ni les gens. C'est horrible d'être pote avec moi parce que on ne peut pas se débarrasser de moi. On ne peut pas se brouiller avec moi. Ça ne marche pas.
ça n'existe pas. Et désolé, Jordan, tu as coltiné Nico toute sa vie. Je trouve qu'il y a la valeur chez tous les gens me passionnent et je fais tout pour vraiment que les relations durent. Donc je suis un conservateur au sens le plus noble qui puisse faire. Son conservatisme est beaucoup discuté politiquement en ce moment. Mais oui, je suis un conservateur, je conserve les lieux, les idées. Ce conservateur n'est pas que les choses soient mortes, hein. C'est justement, on est capable de les faire revivre. Et donc, je m'accroche à mes projets, j'aime mes premiers produits que je faisais il y a 30 ans, je considère qu'ils ont leur propre forme d'intérêt. C'est mon travail de leur rendre justice et de les faire réussir. Donc voilà, je suis un dur à cuire, je tiens mes projets sur des termes très très longs. C'est pas grave, je ne suis pas le premier dans l'histoire, mais à chaque fois qu'un être humain se fixe un objectif de vie et puis d'un truc pas très facile et le maintient, c'est toujours aussi dur pour l'humain. Après, l'histoire jugera. Je crois que ça servira de mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup Nicolas Merci pour Jordan. ta participation et puis je te dis à bientôt. À très bientôt.